Bon, je vous préviens, ça va être long. On va se faire un café. J'ai plus de sirop d'agave, ok? Et accessoirement, j'ai un problème avec le sucre. Vraiment une très grosse addiction. Cette tasse vient de chez Purple Pottery. Elle me l'a envoyée gracieusement. Et en fait, c'est une créatrice qui crée ses propres tasses et qui fait des modèles uniques, un peu sur la pop culture et ce que vous voulez selon ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas à aller voir son Insta. Franchement, elle est pleine de talent. Elle est trop belle. Bref, passons au ouin-ouin. Salut toi. J'espère que tu vas bien et si ça ne va pas bien, j'espère qu'après cette vidéo, tu iras mieux. Quoique je ne suis pas sûre parce que là on va aborder des problématiques assez hardcore, je vous avoue. Il y a quelques temps sur Instagram, donc évidemment si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Lolitani en blog, toi-même tu sais, ça n'a jamais changé. Et je vous ai posé des questions sur vos problématiques, donc je vous ai laissé libre cours à vos choix. Je vous ai aussi laissé une adresse mail que je laisserai dans la barre d'infos pour ceux qui ont des problématiques vraiment longues, t'as vu. Et bah aujourd'hui on va y répondre. Je me sens moyennement crédible d'y répondre, je vous avoue. Alors, autant j'ai un background de personnes qui aiment se foutre dans la merde et dans des situations totalement rocambolesques, assez impressionnant, faut se le dire. Autant j'ai un peu peur de me planter, je prends ça très au sérieux. Vraiment, je prends ça très au sérieux. Donc écoutez, on va commencer et puis on verra ce qu'on peut faire. Hein. Je vous promets rien, mais je vous promets d'essayer. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors, première problématique. On commence fort. J'ai peur d'être aimée et d'être aimée. L'idée que quelqu'un puisse m'aimer véritablement est de la fiction pour moi. J'ai surtout peur d'être manipulée et d'être prise pour une imbécile. À cause de ça, je n'arrive pas pleinement à apprécier, m'engager dans mes amitiés et dans mes relations. Je suis restée célibataire toute ma vie. Dès qu'un mec voulait sortir avec moi, je me sentais en danger. Je ne sais pas pourquoi, cette peur d'être investie émotionnellement dans mes amitiés et dans un contexte romantique gâche ma vie sociale et je ne sais pas comment changer. Alors, déjà, je trouve ça hyper triste. Je trouve ça hyper triste parce que ça en revient à dire que tu n'as jamais vraiment vécu. Tu n'as jamais osé te lancer dans quelque chose de sincère. Du moins quelque chose qui est sincère vis-à-vis de toi. Que l'autre ne soit pas sincère, malheureusement, je vais te prévenir tout de suite, ça va arriver tout le temps. Ça t'arrivera dans ta vie une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. C'est comme ça. C'est vraiment les relations d'humain à humain. On peut pas toujours tomber sur des gens parfaitement sincères et on ne connaît jamais vraiment une personne. Des fois, on a trop d'attentes envers une personne et du coup, ce qui fait qu'on se l'idéalise et ce qui fait qu'après, quand cette personne est amenée à faire des choses que tu ne comprends pas forcément, tu vas tomber de ton piédestal en te disant « bah je pensais pas qu'elle était comme ça cette personne, je suis déçue, etc. » T'as pas à être déçu d'un comportement d'une personne, à moins qu'il ait tué quelqu'un ou je sais pas, qu'il ait fait une dinguerie, mais en soi, t'as pas à être déçu du comportement d'une personne parce que tu n'es pas cette personne. Donc pour moi, les amitiés stables et les amitiés sincères, les amitiés ou les relations amoureuses sincères et stables, c'est quand tu n'attends pas qu'une personne te sauve, c'est quand tu n'attends pas qu'une personne remplace quelque chose qui te manque en toi. Et c'est quand juste tu prends ce qu'elle a donné, tu lui donnes ce que tu as envie de lui donner et ça s'arrête là. Moi, mes belles amitiés, par exemple, on n'est pas obligé de se parler tous les jours. Des fois, on reste 3 semaines sans se parler et puis après, on se reparle et personne n'a de grief envers personne parce que c'est la vie, on a chacun notre vie. Mes relations amoureuses ont souvent été tumultueuses. Et j'étais dans des situations catastrophiques plein de fois, quasiment toutes mes relations ont été comme ça parce que j'attendais trop de l'autre et je voulais trop que l'autre soit tel que je voulais qu'il soit et l'autre voulait la même chose vis-à-vis de moi. Ça peut pas marcher. Du moins pas sur le long terme ou du moins avec beaucoup de remises en question des deux côtés, etc. et d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Mais je pense en vieillissant avec mon grand âge, j'ai appris à juste apprécier les gens que j'apprécie pour ce qu'ils sont réellement, avec leurs défauts, leurs qualités, etc. Toi, dis-toi dans ta situation que si tu n'oses jamais franchir le cap, tu ne vas jamais réellement vivre et que forcément il y aura des déceptions, mais qu'on s'en remet. On s'en remet et surtout ça permet d'apprendre davantage sur soi, ça permet d'apprendre davantage sur qui on est, sur comment on se relève, sur comment on appréhende certaines situations qui sont délicates pour nous et ainsi pouvoir aller de l'avant et évoluer spirituellement, mentalement et grandir tout simplement. Par contre, si c'est un traumatisme que tu as
depuis toujours, je te conseille quand même peut-être de te lancer dans une thérapie pour voir d'où ça vient, que ce soit de l'hypnose, de l'EMDR. Je suis pas spécialisée, je suis pas psy, mais je te conseille de te renseigner à ce niveau-là. Si ça te bouffe vraiment la vie et que tu as vraiment un blocage, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière quand même. Donc je pense que l'avis d'un professionnel là-dessus pourrait être de bon augure. Suivant. Dépendance affective. Je n'arrive pas à partir alors que la relation ne me convient pas. J'en ai reçu plein des comme ça. Vous êtes plein à m'avoir envoyé ce type de problématique. Plot twist, vous êtes vraiment à la bonne porte. Vous avez vraiment toqué à la bonne porte, étant donné que moi j'étais la spécialiste de ça. J'ai longtemps perduré dans des relations qui ne me convenaient pas du tout, où je voyais beaucoup plus de défauts que de qualités, et pourtant j'arrivais pas à partir, pour diverses raisons que je me mettais moi-même en tête. La vérité, c'est que je suppose, et encore, je suis pas sûre parce que j'ai peut-être pas encore fait assez de cheminement pour vraiment avoir les clés pour comprendre pourquoi j'ai agi comme ça, mais c'est intrinsèquement pour moi relié au manque d'estime de soi, au manque de confiance et au fait de se dire qu'on ne vaut pas plus que ce qu'on a actuellement. Or, c'est faux. Totalement faux. On mérite chacun le meilleur, et la vie est tellement courte. Dixit, vraiment une meuf de 34 piges qui est en train de vous parler. La vie est trop courte, les gars, pour s'embrigader dans des relations qui ne nous conviennent pas et qui nous pourrissent, qui nous tirent vers le bas, dans lesquelles on ressent de la peur, on ressent du stress, on ressent de l'angoisse. Il y a tellement de gens qui s'embrigadent là-dedans, moi la première, vraiment moi la première. Quand t'arrives à partir, non seulement t'es fier de toi, mais non seulement tu retrouves une légèreté, mais que tu n'avais jamais connue avant. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'être en couple pour être bien. Et je pense qu'il y a un passage obligatoire où tu as besoin de te retrouver seul, vraiment seul, te débrouiller tout seul, ne pas être en couple, pour apprendre à te connaître et à savoir gérer ta vie solo. Parce que dépendre de quelqu'un, toujours être habitué à être avec quelqu'un, etc. et à la fin te retrouver seul, c'est littéralement une angoisse. Parce que tu n'as jamais connu ça alors que, je sais pas, t'as 25 ans, 26, 27, 35, on n'en sait rien. Et je pense vraiment que c'est hyper important de pouvoir se connaître seul, de pouvoir savoir quels sont nos goûts, quelles sont nos manières d'agir dans notre propre routine qui nous est propre et pas celle du couple. Donc, par vraiment, tu sais que la relation est vouée à l'échec, tu sais que tu vas partir. Pourquoi rester plus longtemps? Après, ça peut aussi faire partie du cheminement personnel. Des fois, tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps pour être prête à partir. Ça, c'est chacun fait comme il veut et surtout chacun fait comme il peut parce que c'est pas toujours évident quand déjà tu es dans une situation de dépendance affective et qu'en plus tu as une relation toxique, etc. C'est pas évident de partir du premier coup. Si tu réussis pas et que tu y retournes, c'est pas grave. Ça fait partie de ton cheminement. Mais pèse le pour et le contre et vois ce que pourrait t'apporter le fait d'être seul et en paix. La liberté et la sérénité, vraiment, ça n'a pas de prix. C'est une des choses les plus importantes et ça, je l'ai compris vraiment avec mes multiples relations, genre la meuf. Elle collectionne les gars. Non, pas du tout, pas du tout. Mais avec mes relations longues, qui ont été longues, je l'ai compris au fur et à mesure avec toutes les relations que lorsque je me retrouvais toute seule, j'avais jamais été aussi bien finalement. Jusqu'à ce que tu puisses trouver quelqu'un qui te corresponde parfaitement. Voilà, et ça peut prendre du temps. Suivant. Je n'arrive pas à accepter l'aide financière de mon compagnon. Il gagne 5 fois plus que moi. Enfin, accepte. Alors, accepte, j'entends. Vous êtes sur une base totalement irrégulière de salaire, donc vous n'avez pas le même train de vie, je suppose. Tranquille, je suppose qu'il a eu le temps de mettre de côté. Je suppose que s'il te propose, c'est qu'il le fait de bon cœur. Et puis toi, rien ne t'empêche, avec ton petit revenu, de lui offrir des petites attentions. Tu sais, l'inviter à prendre un café ou un truc comme ça, c'est tout con. Mais ça contrebalance dans le fait que avec toi, ton plus petit revenu, t'essayes de faire autant plaisir que lui avec ses plus gros moyens. Des fois, faut juste se laisser aller et puis quand tu gagneras plus, c'est toi qui payeras les restos et voilà. Ah, ça c'est pour moi aussi. Et je suis trop naïf et je pense toujours que les gens sont bons jusqu'à me faire entuber sévère. Je connais ça mieux que personne. J'ai pas vraiment de réponse. En vrai, je trouve que la naïveté et le fait de croire en l'être humain est quelque chose de profondément beau et de profondément bon. Et même si c'est une des qualités qui m'a causé le plus de tort dans ma vie, c'est aussi une de mes qualités préférées parce que ça me permet de continuer à avoir de l'espoir et à être optimiste en quelque sorte. Ne gâche pas ça. Ne t'empêche pas de rester naïf ou naïve. Ne t'empêche pas de continuer à croire
croire en l'être humain parce que c'est pas toi qui es dans le fond, c'est pas toi qui es dans le faux, c'est eux. Et quoi qu'il en soit, si tu te fais entuber, c'est que c'est des gens qui de toute façon allaient partir de ta vie, donc autant qu'ils jartent directement. Je suis paumée professionnellement, comment trouver sa voie? C'est pas du tout à moi qu'il faut poser la question. Alors, je fais partie de ces gens qui, je pense, n'aura jamais vraiment de voie professionnelle. Dans le sens où j'adore faire plein de trucs, j'ai besoin de faire toujours plein de choses différentes, mais rien ne me passionne assez pour que je m'y mette corps et âme. En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime juste profiter de la vie. Et je me suis rendu compte à l'âge adulte que vas-y, c'est pas grave, tu vois, je suis comme ça. Moi, j'aime bien être tranquille, ne pas avoir de stress, gagner beaucoup d'argent en faisant le moins possible. C'est pour ça, vraiment, abonnez-vous que j'ai des partenariats et que ma vie puisse être plus belle, parce que là, c'est un peu la galère. Et voilà, et est-ce que c'est vraiment grave? Oui et non, parce que t'es amené à changer beaucoup de voies et de tester plein de trucs. Après, ça te donne de l'XP finalement. Et je sais que ça peut être un peu stressant dans une société où à 18 ans, tu dois déjà avoir trouvé ta voie pour faire tes hautes études et après rester dans le même métier toute ta vie. Non, ça ne se passe plus comme ça, surtout maintenant avec les salaires hyper bas et les conditions de recrutement totalement fucked up. Ça se passe plus comme ça, on galère tous, je pense. On n'est pas tous destinés à rester dans la même voie toute sa vie. Certains oui, et tant mieux, mais certains non, et c'est pas grave. Moi, je fais partie de ces gens-là, et je testerai toujours des trucs et des nouveaux trucs, et puis des fois, je me lasserai et je partirai, des fois, ça se finira, et puis basta. En tout cas, courage de me pas trop la pression, parce que une vie n'est pas l'autre, un cheminement n'est pas l'autre, et on fait tout ce qu'on peut, de toute façon. Next question. Avoir de la patience avec un nouveau-né, compliqué pour moi. Je comprends, tu es épuisé, tu viens d'accoucher, tu as eu 0 temps pour t'en remettre parce que déjà t'as un nouveau-né dans ta vie qui est totalement dépendant de toi. C'est une sorte de traumatisme finalement, le fait d'accoucher, le fait de te retrouver avec un bébé dans les bras que tu devras garder jusqu'à la fin de ta vie. C'est une sorte de traumatisme qu'on ne nous laisse pas le temps de gérer. Du coup, la fatigue s'accumule puissance 1000. En fait, au bout d'un moment, tu craques. C'est normal et c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il y a encore une telle culpabilité vis-à-vis des mères qui sont fatiguées, des mères qui ont du mal à prendre leur marque, que c'est mal vu. C'est pas mal vu. On est plein dans ce schéma-là. C'est juste que les réseaux sociaux te renvoient toujours ce qui est le plus beau, le plus merveilleux, etc. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on galère toutes. Pour peu qu'on soit mal accompagné de la part du père, pour le peu qu'il n'y ait pas de père du tout, pour peu qu'on soit seul, c'est un véritable branle-bas de combat. Et il faut tout simplement dealer avec tout ça et ça peut prendre du temps. Moi, je te conseille vraiment si tu en as la possibilité, en tout cas, d'en parler à un psy pour déculpabiliser, parce que je sais du coup que c'est énormément culpabilisant de ne pas avoir de patience, de ne pas réussir à être la mère parfaite, etc. Le twist, être une mère, ça s'apprend sur le tas, toute ta vie. Il n'y a pas d'école pour être parent. Et des fois, on galère plus que d'autres et c'est pas grave. Donc vraiment déculpabilise de ça. Et si tu peux, n'hésite pas à en parler, à te faire suivre afin d'éviter toute culpabilité et d'avoir des petits tips justement afin de pouvoir gérer ta maternité au mieux. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Pas facile et t'as pas fini dans ma vie, je te rassure. Mais ça se fait, on se relève et on y arrive finalement. Donc t'inquiète, tu vas gérer. Ouh là là, alors là, il y a plein d'entre vous qui sont totalement dans l'anxiété, dans les crises de panique, dans l'hypersensibilité, etc. J'en ai plein qui me disent « Help, comment gérer ça ?» Vraiment, comme on peut, les gars. J'ai jamais fait de suivi psy pour gérer mes crises d'angoisse, qui sont nombreuses. Juste quand elles arrivent, j'essaye de ne pas les écouter. J'essaye de ne pas me focaliser dessus, parce que plus je me focalise dessus, plus ça me stresse, plus je tachycarde, plus j'hyperventile, etc. Et c'est un cercle vicieux. Pareil, quand on me propose des exercices de respiration, pour moi ça ne marche pas du tout. Me concentrer sur ma propre respiration me fait partir en crise d'angoisse, littéralement. C'est vraiment mauvais bail. Donc je pense que on gère tout ça comme on peut. Si tu as la possibilité, encore une fois, de voir quelqu'un qui peut te prescrire des exercices ou de la méditation ou que sais-je, n'hésite pas. Moi, je gère tout solo, vraiment. Je me suis lancé un défi personnel, vraiment le fait d'avoir toutes les cordes à mon arc et de tout gérer solo. Ça ne marche pas tout le temps, hein, je vous le dis, mais j'apprends encore. Mais voilà, je fonctionne comme ça. Ce qui m'aide, c'est vraiment d'essayer au plus possible de la faire taire et de penser à autre chose, de me focaliser sur autre chose, de me rendre un peu active et de parler d'autre chose pour vraiment essayer de contrer la crise et de gérer la crise au mieux en essayant de la faire taire. Moi, c'est comme ça que je fais, mais je pense
c'est pas forcément la bonne solution, que ça ne marchera pas pour tout le monde. Je pense que c'est propre à chacun, malheureusement. Alors, j'ai envie d'adopter un chat, mais est-ce qu'un chat aurait envie de vivre avec moi? Les gars, c'est vraiment comme ça qu'il faut se poser les questions quand on adopte un animal. En vrai, c'est trop bien. Vraiment, félicitations pour ce cheminement de pensée. J'aime beaucoup, je valide. Faut que tu trouves un chat vraiment dans le même mindset que le tien. Ça doit être faisable. Tu vois, quand on dit que nos animaux nous ressemblent, c'est pas pour rien. Il y a moyen. Adopte un chat, tu verras comment ça se passe. De toute façon, au pire, si ça lui plaît pas, bah, il va se barrer et il ira dans une autre famille. Comment je fais pour arrêter de m'auto-saboter constamment? Vraiment, on a vraiment les abonnés qu'on mérite. On est dans les mêmes problématiques, les gars. Vraiment, j'ai l'impression de me lire, hein, toutes les questions que vous avez pu me poser. J'ai pu faire les conneries moi-même. J'ai pu ressentir ce que vous ressentez. C'est vraiment la commu qu'on mérite. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à considérer mes petites victoires, même si pour moi, mes victoires ne sont jamais assez grosses. C'est-à-dire que pour moi, mes victoires, je les considère pas comme des victoires. Je les considère comme pas tout à fait un échec. Donc ça fait déjà partie de l'auto-sabotement, dans le sens où j'ai appris à considérer ce que j'avais accompli comme de grands accomplissements. C'est compliqué, surtout quand on a vraiment le syndrome de l'imposteur, surtout quand voilà, on est habitué justement à s'auto-saboter et à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. En fait, pose-toi devant une feuille, écris. Vraiment, écris au stylo, hein. Écris pas sur l'ordi. Non, en vrai, écris sur l'ordi si tu veux, mais c'est plus stylé de l'écrire au stylo, t'as vu. Comme ça, tu peux le coller sur ton frigo. Écris tout ce que tu as réussi à accomplir. De la chose la plus insignifiante à la chose la plus haute. Voilà, comme le fait d'avoir un emploi, le fait d'avoir réussi à sortir de chez toi 10 minutes aujourd'hui alors que tu étais complètement en dépression. Une petite victoire à chaque fois et écris toutes tes victoires. T'occupe pas des échecs, vraiment. Écris toutes tes petites victoires de la plus petite à la plus grande depuis autant de temps que tu veux, depuis ta naissance si tu veux, depuis ton âge adulte. Focalise-toi là-dessus. Focalise-toi sur ce que tu as déjà réussi à faire et pas sur ce que tu as raté. Parce que c'est ça le problème, c'est que tu te focalises sur ce que tu rates ou sur ce que tu réussis pas à hauteur de ce que tu voudrais que tu réussisses. Et alors, bah, tu n'y arrives jamais et tu t'auto-sabotes parce que tu penses que tu n'es pas assez bonne pour réussir à faire ce que tu as envie de faire. Or, c'est faux. On a tous les capacités. On a tous en nous des ressources. C'est un gros travail sur soi-même de ne pas s'auto-saboter. Ça passe vraiment par l'estime de soi et ça se travaille également aussi. À partir du moment où, au fond de nous, on sait ce qu'on doit mériter, ce qu'on estime mériter, petit à petit, step by step, on arrive à franchir des petits escaliers qui te mènent justement à la sérénité et à l'estime de toi que tu te dois d'avoir. Tu vas vivre avec toi toute ta vie en soi, donc autant t'apprécier, autant t'aimer et autant te faire valoir ce que tu mérites, putain. Vraiment, faut arrêter de se dire ouais non, ça c'est trop beau, je l'aurais jamais, vas-y, je vais faire un truc de merde à la place, de toute façon je suis bonne qu'à ça. Non, tu vas le faire toute ta vie, putain. Enfin, tu vis avec toi toute ta vie, vraiment, choisis le meilleur pour toi-même. Est-ce que c'est possible d'aider quelqu'un à se sortir de son alcoolisme ? Vaste sujet, vaste débat, je pense que ça dépend de tout un chacun. Malheureusement, c'est comme pour chaque addiction, tant que la personne n'aura pas le déclic, ça risque pas de marcher malheureusement. Il faut que ça vienne de soi, il faut que ça vienne d'une volonté de la part de cette personne. Et malheureusement, l'alcool est tellement banalisé, l'alcool est tellement inscrit dans les mœurs français que c'est stylé de dire ouais, je me prends des cuites tous les soirs. Non monsieur, c'est pas stylé, c'est vraiment de l'alcoolisme. Je vois vraiment, il faut replacer l'église au milieu du village. Surtout quand cette personne a des comportements fucked up avec l'alcool, parce que c'est pas le cas de tout le monde encore une fois, on gère tous à sa manière. L'alcool est tellement banalisé que être alcoolo limite c'est pas grave, alors que c'est une addiction qui détruit de ouf et qui détruit pas seulement la personne mais qui détruit des relations, qui détruit de l'estime, qui détruit le corps, le physique. Enfin, ça reste une addiction et malheureusement tant que la personne ne va pas en prendre conscience, et je pense que c'est plus dur avec l'alcool qu'avec la drogue, parce que déjà l'alcool, on dit pas ouais je me drogue à l'alcool, pas une drogue, c'est pas considéré comme une drogue dans le cerveau des gens. Or c'est une drogue, hein. Vraiment littéralement parlons français, c'est une drogue. Je pense que c'est plus dur de prendre en compte le fait qu'on est alcoolique et de se l'avouer plutôt que se dire putain je suis droguée, j'ai besoin de me sevrer. Donc déjà là il y a un gros problème, un gros souci du fait de ne pas être dans le déni quand t'es alcoolique. Donc je pense que ça dépend. Je peux pas te donner de conseils, ça dépend vraiment de tout un chacun malheureusement. Je te souhaite en tout cas
que cette personne ait le courage de s'en sortir ou qu'elle entame des efforts. Je sais qu'il y a des médicaments qui aident à se sortir de l'alcoolisme. Il y a des centres d'addictologie. Inch'Allah, cette personne fait la démarche et va au moins se renseigner dans ces centres qui sont gratuits, je le rappelle. Enfin, c'est pris en charge par la Sécu, donc voilà. Toi, surtout, protège-toi parce que je sais les dégâts que ça peut causer. C'est pas évident de se retrouver là au milieu de tout ça et d'être impuissant et de subir. Donc, grosse force à toi et à ton ami ou ton ami, et j'espère que ça s'arrangera. Suivant. Coucou Jessica. Coucou. Je m'appelle Sindel, j'ai 25 ans et j'aimerais te partager quelque chose car je pense pas être la seule à vivre et personne n'en parle dans le domaine médical alors que je pense que ça pourrait en aider pas mal. Ok, on va voir ça. Je me permets de t'envoyer un mail parce que je pense que mon message ne rentrera jamais dans le petit truc d'Instagram et je passerai peut-être à la trappe, mais je tente. Trigger warning, suicide, dépression. En fait, ça fait bientôt 10 ans, voire plus, que je suis en dépression non diagnostiquée avant 2020, mais ce mal-être ainsi que le reste, je le subis depuis mes 10-12 ans. Je sais donc au fond que je porte ma dépression depuis bien plus longtemps. Je fais aussi face suite à tout ça au suicide passif comme je l'appelle, même si je ne sais pas si ça porte ce nom ou si ça porte un nom. Bref, du coup pour t'expliquer, j'ai des envies de mourir, de passer à l'acte ou de me faire du mal. Je suis d'ailleurs sobre de l'automutilation depuis 1 an et 2 mois après 12 ans d'addiction. Déjà félicitations parce que c'est pas n'importe quoi, tu peux être fière de toi. Pratiquement tous les jours, parfois, c'est de me jeter dans les escaliers du 5e étage, me planter le couteau que je nettoie dans le ventre et j'en passe. Quand j'habitais sur Paris, je me voyais constamment sauter sous le métro que je prenais tous les jours pour aller travailler, mais je ne suis jamais passée à l'acte car je sais bien que je n'aurai jamais la force de le faire, qu'au fond, je n'ai pas envie de mettre fin à mes jours et je ne veux pas laisser ma famille. Voudrais-tu en discuter plus ou essayer de m'éclairer, ainsi que d'autres dans mon cas, du pourquoi nous vivons ça tous les jours et qu'aucun médecin arrive à nous en parler ou à nous prendre au sérieux. Merci d'avance, je te souhaite plein de bonnes choses et merci pour la bonne humeur que tu dégages dans tes vidéos. C'est un plaisir de te suivre, à bientôt. Je m'y attendais pas, je t'avoue. C'est très dur pour moi de porter ce genre de sujet dans le sens où la dépression, comme tu le dis, depuis toute ta vie, je l'ai ressenti aussi. Je l'ai ressenti la première fois à partir de mes 8 ans et ça m'a jamais quitté. Avec des hauts et des bas, des fluctuances, etc. Mais globalement, c'est toujours quelque chose qui a été en moi également. Après, moi, j'ai jamais été jusqu'à l'envie de mourir, sauf à une certaine période de ma vie où ça n'allait vraiment pas, mais je sais que je serais jamais passée à l'acte et c'était juste des envies, c'était pas des sortes de visions et c'était juste des envies qui arrivaient et qui repartaient parce que j'ai mon fils, parce que j'ai ma famille et tout et que malgré tout j'arrive encore à croire en quelque chose de beau qui va se produire pour moi. J'ai toujours eu c'est ce qui m'a aidé un petit peu à me sortir de toutes mes phases difficiles, c'est que je n'ai jamais arrêté d'être persuadée qu'un jour ça allait basculer et que quelque chose de beau m'attendait. Tu me parles de médecins, est-ce que tu as vu des psychiatres? Est-ce que tu as vu des psychologues? Parce que normalement, quand tu es dans un état comme ça, les psychiatres te proposent de rentrer en HP. Je sais pas si tu as déjà fait des séjours, je sais pas non plus si c'est très bénéfique de faire des séjours en HP parce que souvent tu es plus gavé de médoc qu'autre chose et je pense qu'il faut surtout trouver un très bon thérapeute pour savoir d'où ça vient, d'où ce mal-être il vient et pourquoi. Parce qu'en fait, forcément, ça vient de quelque part et ça vient de quelque chose, ça vient d'un trauma peut-être que tu as enfui et ça vient peut-être de quelque chose dont tu ignores l'existence et même si le cerveau enfouit des passages de ta vie pour une bonne raison, malheureusement, celui-ci visiblement t'empêche d'avancer et je pense qu'il faudrait creuser là-dessus. Je peux pas malheureusement m'étendre plus parce que c'est très délicat et je ne te connais pas, mais je sais que tu m'as laissé ton Instagram. Oula, alors je suis désolée si la luminosité a changé. En fait, j'avais enregistré la suite parce que la caméra s'était coupée, sauf que visiblement, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Je disais donc que j'ai vu que tu m'as laissé ton Instagram et je vais te contacter pour prendre de tes nouvelles, pour pouvoir en discuter plus en profondeur avec toi, afin justement d'y voir un petit peu plus clair parce que là, c'est un petit peu compliqué de pouvoir t'apporter une solution, même si je pense pas que je puisse t'apporter une solution, mais au moins mieux comprendre peut-être les choses si tu en as envie. Sur ce, je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup de questions et malheureusement, je ne peux pas répondre à tout. Par contre, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, l'adresse mail est en barre d'infos. Si vous voulez une version 2, je pourrais la faire, il n'y a aucun problème. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu peut-être vous aider. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!